Merci d'être venu pour cette rencontre avec un romancier de premier ordre. Juste quelques mots pour rappeler qui vous êtes. On dit souvent que vous êtes belge, mais en fait, vous êtes lyonnais à la base. Je suis franco-belge. Franco-belge. Voilà. Vous êtes naturalisé belge. Vous habitez d'ailleurs en Belgique. Vous êtes agrégé de philo et vous avez fait Normal Sup, ça compte aussi dans votre travail. Oui. Hein. On va y revenir. Vous avez enseigné à différents endroits et avant de vous consacrer Très peu. Hein. Quelques années quand même. 5 ans. 5 ans. Et, oui. Avant de vous consacrer totalement à la littérature, au théâtre, parce que vous avez écrit une quarantaine de romans, vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit des pièces de théâtre, des essais, enfin, vous êtes prolifique, hein, un vrai bourreau de travail. Et vous avez d'ailleurs repris également la direction d'un théâtre, le théâtre Oui, c'est vrai que j'avais Rive-Gauche. rien à faire, donc Oui. j'ai ajouté ça. Oui. On se demande comment vous arrivez à cumuler tout ça. Vous avez écrit beaucoup de romans, et là, c'est ce qui motive aussi notre réunion d'aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans une œuvre magistrale, l'œuvre d'une vie sans doute, qui est ce cycle, cette saga de cette espèce de légende des siècles, l'histoire de l'humanité, 8000 ans, au travers de 8, voire plus, on en reparlera, livres. Les 2 premiers sont parus et vous travaillez le 3e. Les 2 premiers, c'est Paradis perdu et La porte du ciel. Le 3e, donc, c'est... Le 3e s'appellera Soleil sombre. Soleil sombre. Et normalement, il devrait paraître en novembre. En novembre. Vous en êtes où, à peu près à la moitié? Ça, je ne réponds pas, même sous la torture. Ah oui, bon. Et donc, alors, première question quand même, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce travail de longue haleine qui est de grande envergure, cette perspective de l'histoire de l'humanité, comme ça vous tenait à cœur depuis de nombreuses années, ça mûrissait en vous? Je crois que je me suis lancé là-dedans pour comprendre. Pour comprendre. Pourquoi est-ce que nous vivons dans ce monde-ci, avec ces caractéristiques-là? J'avais envie de faire l'archéologie du présent, et donc de remonter le temps pour voir quelles sont les décisions des hommes ou les non-décisions qui ont fait que nos sociétés ont fini par produire ce dans quoi nous sommes. D'accord. Et donc c'est un désir à la fois d'enfant et de philosophe. Pourquoi? Et donc comprendre pourquoi les choses se passent. Parce que pour moi, la philosophie et l'enfance ont beaucoup de liens. C'est toujours s'étonner et essayer de saisir les tenants et les aboutissants. Et vous pensez que vous aurez la réponse au bout de ces 8 tomes, de cette saga? Peut-être que j'aurai pas le pourquoi, mais j'aurai beaucoup de comment. Oui. C'est-à-dire, par exemple, dès le premier tome, on voit que la condition féminine change au néolithique, au moment de la sédentarisation. Puisque les chasseuses-cueilleuses avaient à peu près la même vie que les chasseurs-cueilleurs. Elles faisaient un enfant tous les 5 ans, pas plus, parce qu'il fallait le porter. Et à partir du moment où l'homme se sédentarise et invente le foyer, oui. Eh bien, il y a une répartition des rôles, avec effectivement la femme au foyer, dédiée aux tâches de la reproduction, de l'éducation des enfants, etc. Et donc, elle est quelque part minorisée et commence tout un processus finalement d'asservissement de la condition féminine qui n'était pas nécessaire, qui est vraiment contingent, qui est lié à une direction qu'a pris l'humanité. Donc, vous voyez, c'est ça, l'intérêt de l'histoire, c'est un intérêt philosophique, c'est s'interroger perpétuellement sur les pistes qui ont été les nôtres. Est-ce qu'on les a pris consciemment? Est-ce qu'on se rendait compte de ce qu'on faisait? Ou est-ce qu'on ne subit pas tout simplement des décisions prises il y a très longtemps et qui pèsent sur nous? Donc, toujours tout remettre en question, comme un enfant qui dit pourquoi. Et se dire que certaines décisions, si elles n'avaient pas été prises, auraient pu déboucher sur un scénario différent. Complètement. Et puis surtout que la plupart du temps, il n'y a pas eu de décision. Les choses se sont passées. Et c'est après qu'on se rend compte des conséquences de ces glissements. Donc c'est pour ça aussi que chacun des tomes va se passer dans des époques charnières. C'est-à-dire, en fait, se passe toujours dans 2 époques. On glisse
d'une façon de concevoir le monde à une autre façon. Et mes héros vont toujours vivre leurs péripéties, leurs aventures, leurs recherches dans ces moments charnières. Donc il faut préciser, pour que tout le monde comprenne bien, qu'il y a deux héros, on va dire, trois voire, qui ont l'immortalité avec eux et ce qui leur permet de traverser ces 8000 ans et de vivre toutes ces périodes charnières. Noam, qui est le narrateur, qui écrit ces mémoires et donc qui écrit ce grand roman, aujourd'hui, parce qu'il est effrayé par l'état de l'humanité, et qu'il se dit comment sommes-nous arrivés là. Et donc, écrivant ses mémoires, il écrit les nôtres. Et Noam, oui, est affecté d'immortalité. Je dis bien affecté parce que au début, il pense que c'est une chose merveilleuse, et puis il va se rendre compte que cette immortalité est une exclusion de la condition humaine, une solitude radicale, sans doute une tristesse de plus en plus lourde, parce que sa vie va être chargée de deuil, de chagrins qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Et puis, c'est pas parce qu'on est immortel qu'on est plus intelligent. C'est-à-dire qu'il va rester avec des questions sans réponse. Et je pense qu'on peut cohabiter un certain temps, un temps humain, avec des questions sans réponse. Un temps plus qu'humain, avec des questions sans réponse, c'est long. C'est très long. Alors, le principe de notre réunion, c'est de donner la parole, je ne vais pas la monopoliser, à tous nos lecteurs qui sont ici. Je vais vous passer le micro. Je vous demanderai juste de vous présenter en un mot avant de poser une question. On commence par qui se lance? Qui a une... Madame, non? Allez. Oui, bonjour, je suis Madame Brunois. Et moi, j'aurais aimé savoir comment vous arrivez toujours à avoir l'esprit d'un enfant avec de partout, de tous vos œuvres, toujours avoir l'esprit enfant tout en étant adulte et tout en ayant vécu des deuils qui normalement fait grandir l'enfant, et ça reste toujours un enfant. Merci pour cette question, parce que je crois qu'elle touche vraiment au cœur de ce que j'essaye de faire. Je crois qu'il faut effectivement cultiver l'esprit d'enfance. Attention, c'est pas du tout la nostalgie de l'enfance. Je suis pas nostalgique de mon enfance et j'ai surtout pas envie de régresser. Mais cultiver l'esprit d'enfance, c'est pour moi cultiver des qualités que nous avions spontanément et que la vie nous a fait perdre parce qu'elle nous a boxés, parce qu'elle nous a déçus, parce qu'elle a créé des douleurs. Spontanément, quand on est enfant, on s'étonne. Platon, qui n'était pas un mauvais philosophe, disait que la première vertu du philosophe, c'est l'étonnement. Il faut avoir gardé cette capacité de s'étonner, de se dire pourquoi, comment. Ça ne va pas de soi. Moi, j'ajoute à ça une dimension admirative, c'est-à-dire je transforme mon étonnement en émerveillement. C'est-à-dire que je suis épaté par la beauté de la nature, je suis épaté parfois par ce que me dit quelqu'un, par un sourire, etc. Donc, j'ai l'étonnement amoureux, c'est-à-dire je m'émerveille. C'est des qualités de l'enfance. Il y a une autre chose qu'on a dans l'enfance et qu'on perd, c'est l'humilité. Là encore, l'enfant est spontanément philosophe, il sait qu'il ne sait pas, comme disait Socrate, je sais que je ne sais pas. Et nous, quand on nous pose des questions, on répond, moi le premier, on fait semblant de savoir, parfois, alors qu'on ne sait pas. Je trouve que l'humilité de savoir qu'on ne sait pas, c'est une chose qu'il faut retrouver. Et puis, il y a une chose absolument magnifique dans l'enfance, c'est la cohabitation naturelle avec le mystère. L'enfant est dans un monde qu'il dépasse, qui lui échappe, mais il ne lui en veut pas à ce monde d'être comme ça. Au contraire, ça lui donne envie de l'explorer encore plus, ce monde. Pas pour le rabattre à plat, à zéro, et le connaître totalement, mais simplement parce qu'il y a une attirance, une espèce de fraternité avec le mystère, qui est une chose que nous perdons parce que nous voulons tout expliquer, tout rabattre à notre dimension, etc., etc. Donc, ces qualités
qu'il y a dans l'enfance, moi j'ai décidé, en tant que philosophe, de les entretenir. Donc en fait, je suis un enfant philosophe ou un philosophe enfant, parce que c'est très lié. Et puis, il y a aussi ce culte de l'énergie. Je veux dire, dans l'enfance, on a cette énergie. Et moi, je cultive l'énergie avec la joie. C'est-à-dire, si on a de la joie à faire les choses, eh bien, on fait beaucoup de choses. Et c'était le grand philosophe Spinoza qui disait que la joie décuple le pouvoir de faire. Mais effectivement, moi, tout à l'heure, vous me disiez, comment vous faites autant de choses? Par la joie. Par la joie. C'est une recette managériale d'inculquer la joie du travail et de faire. Oui, mais si authentiquement on vit sa vie comme ça, oui, je crois véritablement que la vie est différente, parce qu'au lieu de voir ce qui nous manque, et il nous manque toujours quelque chose, c'est-à-dire au lieu d'être triste, puisque la tristesse c'est le manque, eh bien on se met plutôt dans la joie d'être, la joie de faire, la joie d'avoir ce qu'on a, de rencontrer qui on rencontre. Et donc c'est la même vie, mais elle est joyeuse, alors que la même vie peut être triste. Vous en avez fait un peu une recette de bonheur personnel, c'est ça? Ah oui, bien sûr, parce que moi, j'ai aussi pris des coups dans la figure que je ne raconterai même pas. Parfois, il m'est arrivé dans certains livres d'en évoquer quelques-uns, mais bien sûr, la vie s'est chargée de me blesser, de me décevoir, de me désillusionner, de m'indigner, de me scandaliser. Alors, je continue à m'indigner et me scandaliser quand il s'agit de lutter moralement contre ce qui est inadmissible. Mais je ne veux pas que l'ombre des déceptions se couvre toute mon existence. Et je veux garder l'appétit, la joie et le désir de connaître vraiment vif en moi. Qui veut poser une deuxième question? Madame. Vous nous parliez que vous écrivez dans les voitures, les trains, les avions, tout ça. Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire dans une grotte? Et avez-vous fait l'expérience de la grotte, de l'hiver, des animaux dans la neige? Parce que c'est vraiment tellement bien raconté. et que vraiment, sincèrement, je vous vois très bien dans une grotte en train d'écrire sur. Eh bien, non, c'est imaginé, mais j'ai bien aimé. En fait, dans le premier tome, puisque vous évoquez Paradis perdu, j'ai adoré vivre au néolithique. Et c'était une surprise, parce que c'est pas du tout une époque glamour, en tout cas comme on nous la présente. Et c'est d'ailleurs ce que je mets dans mes petites notes, en disant, quand on va dans un musée, le monde préhistorique est toujours représenté en marron. Et mon héros disait, est-ce que c'est parce qu'on a retrouvé les gens dans la terre qu'on les voit marron? Il dit, ma jeunesse, elle était rouge et or, puisque c'était les deux couleurs que les hommes savaient faire. Donc, c'était les couleurs du Tibet, c'était, etc., etc. Donc, et puis j'ai essayé de retrouver, parce que c'est ça le bonheur du roman, que ce soit pour l'auteur comme pour le lecteur, se retrouver subjectivement en train de vivre dans un univers disparu, mais que les mots font renaître. Et moi, j'ai adoré ce moment-là, et j'adorais aussi cette sagesse de mon personnage, qui vit dans un monde qu'aujourd'hui on qualifierait de dur, mais que lui ne voit pas comme ça, parce qu'il l'habite, ce monde, et parce qu'il le remplit de ses attentes et de son attention. Et pour moi, ça a été une assez grande expérience que d'écrire ce tome-là. Je pensais que ça serait le plus pénible à écrire, et ça a été au contraire un déferlement de sensualité, de puissance venant de la nature, de force. Le livre m'a rendu fort à mesure que je l'écrivais. Est-ce que vous le faites relire par des paléontologues ou autres, pour vérifier que vous ne dites pas des âneries sur tel ou tel point? Bien sûr. Chaque tome... alors moi, par contre, je n'ai pas de recherchiste. De documentaliste. J'ai trop peur qu'un recherchiste ou un documentaliste m'apporte quelque chose de faux. On a vu des écrivains que je ne citerai pas, dont la réputation a été totalement détruite parce qu'ils avaient gobé dans leurs livres ce qu'avait pris le recherchiste, qui était soit faux, soit copié
d'autres choses. Donc, moi, je fais toutes mes recherches moi-même. Mais bon, j'ai été formé pour ça. Vous disiez, je suis rentré à Normal Sup. Oui, donc j'ai la formation de ça. Et puis surtout, quand on cherche, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et on le trouve en cherchant. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un, allez me trouver ça, puisque c'est en cherchant que je vais trouver. Donc, je fais toutes mes recherches moi-même, mais depuis des années. Par contre, quand le tome est achevé, je le fais lire par un ou deux spécialistes de la période, pour éviter effectivement d'écrire une bêtise qui détruirait tout le projet. Et mon grand bonheur, particulièrement sur le tome 2, La Porte du ciel mésopotamien, ça a été que des spécialistes de la Mésopotamie me disent « Mais vous savez, j'ai toujours imaginé les choses comme ça, les paysages comme ça, les gens comme ça, et la mentalité comme ça, y compris celle du personnage absolument incroyable de la reine Koubaba, qui est typiquement la mésopotamienne dans sa liberté de parler, de dire, de jouir, de parler de la chair, d'assumer ses désirs. Quand on pense que ce pays est aujourd'hui l'Irak, on se dit que quelque chose a changé pour les femmes. Ouais. Oui, bien sûr, toujours relecture comme ça. Mais c'est un travail, je dirais presque de chaque seconde, parce que à chaque phrase, il y a un adjectif qui peut vous faire changer d'époque. Par exemple, quand vous allez dire sa peau était soyeuse, à une époque où la soie n'existait pas, etc. Alors, il y a une liberté qui m'est donnée par le fait que Noam écrit aujourd'hui, avec une langue d'aujourd'hui, et il nous raconte le passé. Donc, il peut utiliser certains termes. Autrement, je serais foutu. Je serais limité à 400 mots par volume. Alors, c'est plutôt tout le contraire. Mais oui, bien sûr, gros travail de relecture et de vérification. Me permet de monopoliser l'écran. D'où vous vient ce goût pour les oxymores? Oui. C'est un régal. Oui. D'où vous vient ce goût? Je ne sais pas. Mais je crois que ça vient d'une perception toujours paradoxale de la vie. C'est-à-dire que vous voyez, le 3e tome va s'appeler Soleil sombre. Et je vois totalement l'Égypte comme la civilisation de l'oxymore, où se mélangent le mort et le vivant, le masculin et le féminin, le divin et l'humain, puisque les dieux sont... Voilà, Anubis a une tête de chacal et un corps d'homme. Et donc, je trouve que l'oxymore ouvre des voies de compréhension du monde qui ne sont pas les voies de la pure logique. Or, jamais nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons perçu le monde à travers la seule logique. On le perçoit à travers notre imagination, nos fantasmes, notre sensibilité, nos émotions, nos valeurs. Et donc, c'est beaucoup plus riche, finalement, qu'une pure perception intellectuelle qui, finalement, n'est arrivée que très tard dans l'histoire du monde, qui est un gain d'un certain côté et qui est une perte aussi. Puisque, par exemple, le rapport qu'a mon héros Noam à la nature, je n'ai pas appelé paradis perdu pour rien. Je trouve que cette idée que toute la nature est animée, puisqu'il est animiste, hein, c'est-à-dire qu'il y a une âme dans l'écorce, dans le brin d'herbe, dans la source, dans le vent qui passe, dans la plaine au loin, c'est une pensée écologique, parce qu'il y a un immense respect pour tout le vivant. C'est une pensée humble qui met l'homme juste au milieu du reste du vivant et non pas au-dessus, comme disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Et puis c'est une pensée qui rend sa richesse, sa pluralité, sa densité à tout ce qui nous entoure. Nous, on aplatit tout pour en faire de la matière et s'en servir. Nos ancêtres en étaient incapables. Et dans cette incapacité, il y avait une jouissance existentielle, poétique, physique du monde qui était extraordinaire. Alors, au moins par le roman, on peut le revivre, parce que c'est foutu. On a une autre sensibilité, on a une autre intelligence. Et d'ailleurs, je dis dans une note que je pense que certaines névroses, certaines dépressions s'expliquent par le fait que certains d'entre nous sont nés pour être animistes et vont être plongés dans un monde purement matérialiste, où la matière n'est rien,
que quelque chose dont peut se servir l'homme. Et je pense que ça explique des névroses, des dépressions, et ça explique aussi les poètes. Alors, une question. Alors, tiens, au micro, Gérard. On en parlera ce soir, Éric, mais j'ai peur que Noam soit de plus en plus triste et que la période qu'il a vécue, la première, ce soit tellement pour lui et pour toi une période exaltante que je me demande, mais tu ne peux pas nous dire comment il va être. Est-ce qu'il sera totalement déprimé, comme tu dis? Alors, non, je vais te rassurer, Noam a des capacités de jubilation renouvelables. Il va épouser chaque époque avec... Ah, j'avais juste le petit temps qu'il fallait. Hein. Non, bien sûr, il va aussi avoir des histoires multiples et avec cette capacité de toujours de noter ce qu'il y a de singulier dans les femmes qu'il va rencontrer, dans les personnages qu'il va rencontrer, dans les ennemis ou les amis qu'il aura, etc., etc. Il a cette capacité d'ouvrir les bras au monde. Quel que soit le moment. Et moi, j'avais mis dans un de mes livres, Oscar et la Dame Rose, l'histoire de cet enfant qui est malade. Il y a une phrase qui est devenue, que m'a dictée, entre guillemets, Oscar quand j'écrivais, puisque j'entends mes personnages. Mais cette phrase, j'en ai fait une sorte de vadémécum, une phrase que j'emmène tout le temps avec moi. À un moment, Oscar dit « Vivre chaque jour comme si c'était la première fois ». Noam, mon héros, il a cette capacité. Il a des souvenirs, mais il est capable aussi d'affronter chaque jour comme un premier jour. Surtout pas comme un dernier, et encore moins comme une répétition de quelque chose qu'il aurait déjà eu, et encore moins comme une répétition en moins bien de ce qu'il aurait connu avant. Il garde cette capacité de vivre bras ouverts, yeux ouverts, étonnés. Donc, même émerveillement sur chaque période. Oui, mais avec des couches de savoir qui fait qu'il peut comparer. Oui. Qui veut poser une question? Je voudrais connaître la place de la musique classique dans votre vie, qui transperce dans tous vos romans. Oui. Et surtout que vous allez demain jouer. Demain, je vais jouer Madame Pilinska et le secret de Chopin, qui est un de mes textes consacrés à la musique. Je joue sur scène avec un grand pianiste qui s'appelle Nicolas Stavi. Quand il faut jouer mal, c'est moi qui me mets au piano. Quand il faut jouer bien, je lui laisse la banquette. et moi, je joue les personnages. En fait, j'aurais donné tout ce que j'ai écrit pour avoir écrit de la musique plus tôt. Parce que c'est ma passion première, fondamentale. Parce que la musique, elle nous touche au plus profond. Moi, 3 secondes d'un instrument, je peux être ému aux larmes. Moi, pour arriver à émouvoir mon lecteur, je dois mettre en place des processus narratifs plus compliqués. Donc cet accès direct à l'émotion infralangagier, c'est quelque chose qui est très important. Je me ressource, je me régénère quasiment quotidiennement en écoutant de la musique, en faisant aussi, puisque je joue du piano, mais en écoutant de toute façon tous les jours. Alors vous avez une histoire particulière par rapport au piano, parce que ça pas vous n'avez pas toujours été passionné par la musique. Ah oui, non, oui, j'ai raconté ça, oui, oui, non, mais c'est-à-dire que justement, il y avait un piano, mais il n'y avait pas de musique chez moi. C'est-à-dire, j'avais ma grande sœur qui est une biologiste brillante, mais qui n'était pas faite pour jouer du piano. Et donc, elle avait une mainmise sur ce buffet au milieu du salon, et c'était horrible. Elle le martyrisait tous les jours. Et il a fallu qu'une de mes tantes, tante Aimée, arrive et se mette à jouer du Chopin pour que je me dise « Ah !» Et là, à partir de là, j'avais 9 ans, j'ai appris le piano. Voilà. Et puis après, j'ai raconté l'importance de Mozart dans ma vie aussi, etc. Parce que je fais une dépression d'adolescence et c'est la beauté qui m'a sauvé. Tout d'un coup, et je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le dit à avoir été sauvés par la beauté. Que ce soit la beauté d'une musique, mais peut être la beauté d'autres choses, la beauté de la nature, la beauté d'un tableau, la beauté d'un livre, la beauté d'un sourire aussi, ou d'un geste.
mais la beauté sauve et la beauté console. Et donc, j'avais raconté ça par rapport à Mozart dans mon livre qui s'appelle « Ma vie avec Mozart ». Mais voilà, je peux passer une journée éventuellement sans écrire et sans lire, mais jamais sans écouter de la musique. C'est vital, ma vie spirituelle est là. C'est absolument essentiel et je retrouve de l'énergie en écoutant de la musique. J'ai de nouveau accès à l'essentiel en écoutant de la musique. Et je dois vous dire qu'en fait, mes maîtres d'écriture sont plutôt des compositeurs que des écrivains. J'essaye d'écrire avec ce que m'a appris Mozart ou ce que m'a appris Chopin. Ce que m'a appris Mozart, c'est ce dont on parlait juste avant de commencer, c'est une écriture qui a l'air simple, même si derrière elle peut être savante. Et donc une écriture qui peut toucher à la fois des gens cultivés et des gens pas cultivés, du moment qu'ils sont sensibles et intelligents. Parce qu'il y a aussi des gens cultivés qui ne sont pas sensibles et pas intelligents. Et il y a des gens qui n'ont pas eu l'accès à la culture et qui sont absolument supérieurement intelligents et sensibles. Donc ça, c'est Mozart. C'est l'air de rien. L'air de rien. Voilà. Pas impressionné. Le murmure. On se fait mieux entendre en murmurant, en chuchotant qu'en criant. Et c'est vrai que dans l'écriture, vous avez ça. Il y a des gens qui vont faire des trucs avec... on se dit, oh là là, puis qu'est-ce qu'il écrit bien, et puis... Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez forcer l'autre à tendre l'oreille, à s'approcher de vous, et à ce moment-là, on rentre dans une relation intime, et il peut se passer quelque chose. Voilà. Ça, c'est la leçon de Chopin. Alors, voilà la musique. Qui veut poser une question le micro là, voilà, madame. Alors moi j'avais une question, qui n'est pas tellement une question, c'est à la fin du premier tome, vous parlez donc de l'arbre double. Oui. Et cet arbre, j'ai pu l'apercevoir près de chez vous. Enfin, oui. L'apercevoir, je ne sais pas d'aller près de chez vous, mais j'ai vu sur Instagram. Oui, j'avais fait une vidéo de cet voilà. arbre, ouais, que je vais voir quasiment tous les jours. Voilà, j'aurais aimé si vous pouvez m'en parler un petit peu. Oui, c'est un arbre double. C'est-à-dire c'est un arbre qui a épousé un autre arbre. C'est-à-dire que les deux troncs sont pas très loin et une branche de l'un est venue s'insérer dans le tronc de l'autre. Et donc, ces arbres ont leurs sèves reliées et sont complètement unis. Et j'ai découvert ça, je promène mes chiens, enfin maintenant, ils sont tous morts, donc maintenant j'ai de nouveau une chienne, mais j'adore marcher dans la nature et j'adore les chiens. Donc je passe très souvent devant. Quand j'ai vu cet arbre, j'ai été ému aux larmes. Et effectivement, dans mon livre, c'est le tombeau de Barak et de Helena. C'est-à-dire qu'ils ne se quittent pas jusque dans la mort, puisque sur leur tombe va pousser deux arbres qui vont aussi s'unir et donc qui témoigneront de leur amour. Moi, quand je suis devant cet arbre, je vois à la fois l'amour des arbres et je me dis, il y a peut-être dessous des amants. Alors, en fait, je vais vous dire, dans ma campagne, les amants mettent leur nom sur l'écorce de cet arbre parce qu'il est connu de ces deux arbres. Et donc, il y a des inscriptions comme ça qui montent avec le temps ou qui s'élargissent, etc., depuis longtemps. Et moi, je me dis, il y a peut-être aussi des amants dessous qui ont trouvé le moyen de se joindre avec leurs branches, puisqu'au fond, leur matière a donné une autre matière. Et si ces molécules de matière, comme disait Diderot, avaient gardé la mémoire de ce qu'elles ont vécu et avaient trouvé le moyen de se rejoindre. Il y a une très belle lettre de Diderot à Sophie Volant qui dit Diderot ne croyait pas à l'au-delà, Diderot n'était pas croyant du tout, était très, très, très anti-chrétien. Mais il dit mais peut-être que nos molécules, Sophie, à vous, Sophie, et à moi, se rejoindront par-delà notre mort en faisant une plante dont les branches se seront mêlées. Et moi, je visite cette plante, ce double arbre tous les jours. Ouais. C'est souvent par les racines que les arbres se rejoignent. Ah ben moi, je ne peux pas regarder un arbre sans penser à ses racines. Je veux dire, dans mon jardin, j'ai 3 tilleuls. Le tilleul est un de mes arbres préférés. Je crois que j'ai acheté cette maison à cause du tilleul qu'il y avait au centre. Et le tilleul, c'est un arbre miroir. C'est-à-dire que ce que vous avez dans l'air, vous avez la même chose exactement symétrique dans la terre.
Et quand vous vous mettez sous le tilleul, vous êtes vraiment dans une symétrie cosmique. Et moi, je peux vous dire que je sens tout ce qui s'épanouit au-dessus et tout ce qui s'épanouit en dessous. On apprend des choses sur les arbres. La nature. Une question, monsieur? Non. Oui, les références. Si vous pouvez prendre le micro, ça va plus intelligible. Je n'ai pas lu tout le livre, mais pour l'instant, dans ma première partie de lecture, je trouve ces belles références à des considérations botaniques, que ce soit la saponaire ou la belladone. Oui. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Et puis, une autre question qui me venait à l'esprit, tout à l'heure, on parlait de musique. Le pavé, effectivement, est impressionnant au départ, moi qui ne suis pas un grand lecteur. Mais j'apprécie effectivement le rythme, finalement, de la phrase et l'utilisation qui est faite musicalement d'un certain nombre d'adjectifs, par exemple. Ah, merci. Et j'ai la curiosité, parfois, de revenir en arrière pour en reprendre, finalement, une petite dose, cette musicalité de votre... Là, vous me touchez beaucoup parce que je crois que l'écrivain que je suis est habité par la nostalgie du musicien que je ne suis pas. C'est-à-dire que j'essaye que mon amour de la musique que je n'ai pas pu accomplir en devenant compositeur, parce que je n'ai pas d'imagination musicale. Je peux être interprète, mais je ne peux pas être compositeur. Donc, cette espèce de privation, elle vient se compenser dans le travail de la langue, où effectivement, il y a deux choses qui me fait plaisir, c'est ce que vous me dites, et puis parfois ça m'est venu sous la forme soit des comédiens, soit de musiciens. Les comédiens qui me disent que quand ils jouent un de mes textes, s'ils mettent un mot à la place d'un autre, ils s'en rendent compte, parce que la phrase boîte, ça ne sonne plus comme avant. Donc ils me disent, on s'en rend toujours compte. Et puis les musiciens, et ça, à la fois les musiciens classiques ou quelqu'un comme Michel Legrand, qui a été un ami et qui a écrit la musique de mon deuxième film. Et Michel me disait toujours, mais j'entends la musique tout le temps dans ce que tu écris, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai dit oui, parce qu'en fait, c'est ce que je préfère au monde. Donc, bon. Alors, si je peux prolonger ce que vient de dire monsieur, quand votre facilité à écrire, elle s'est améliorée au fil des ans, jusqu'au moment où vous avez décidé de vous lancer dans ce grand roman, ou est-ce que finalement vous avez toujours eu cette facilité à écrire? Comment vous écrivez? Alors, vous prenez les mots? Alors sur la phrase, j'ai toujours eu des facilités. Hein, c'est-à-dire que j'en veux justement des preuves quasi objectives. Si vous voulez, moi à 17 ans, j'étais reçu par le président de la République, c'était Giscard d'Estaing à l'époque, comme le meilleur élève de France en composition française, puisque j'avais réussi le concours général. Vous savez, voilà. Donc, toute ma scolarité a été comme ça. J'avais le don de la phrase. Mais ça ne suffit pas. Raconter, savoir narrer, savoir emmener, surprendre, c'est plus que faire des phrases. Vous voyez, la narrativité. Et ça, je l'avais spontanément au théâtre, parce que j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, et ça a été beaucoup plus une découverte et une acquisition et une réflexion dans le domaine romanesque. Ce qui fait que je me suis risqué à la grande forme, si vous voulez, qu'avec cette expérience, parce que je me disais, ça y est, maintenant je peux y arriver. Enfin, en gros, c'est comme un compositeur. Il commence par de la musique de chambre, hein, piano, violon, quatuor, et puis un jour, ça y est, il passe à la symphonie avec l'orchestre de 120 musiciens. Moi, je me suis dit, bon... vous êtes entraîné, et là, je suis dans la symphonie, là. Voilà, oui. Et vous reprenez ce que vous écrivez, vous relisez, vous tout le temps. Tout le temps. Alors moi, mon bureau, je ne l'appelle pas le gueuloir, comme Flaubert, je l'appelle l'écoutoir. L'écoutoir, parce que que ce soit dans ma maison de Bruxelles ou à ma maison à la campagne, c'est au sommet de la maison, une pièce extrêmement lumineuse, comme une page blanche. En plus, vu le ciel belge, c'est plus souvent blanc que bleu. Donc, dans ma grande page blanche, silencieuse, absolument silencieuse, j'écoute et j'entends. Donc, je n'ai pas besoin de prononcer. J'écoute, j'entends et ça, c'est juste du bonheur. Du fracasser les phrases, les entendre, je crois que c'est ce que je préfère. J'adore raconter,
Mais j'adore quand tout d'un coup, je peux voir si la phrase est bien ourlée, si les rythmes des différentes phrases sont différents, vérifier que la syntaxe n'est pas semblable d'une phrase à l'autre, etc. Tout ce travail d'orfèvre, je crois que c'est parce que mon grand-père était joaillier sertisseur. Mon grand-père était artisan. Et je le voyais passer des journées à poncer, à limer, etc. Et je l'admirais. Voilà. Et cet homme immobile qui était mon grand-père à son atelier, c'est un peu moi à mon bureau. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer le premier tome néolithique, quand il y a les animaux, quand il y a la chasseuse sur son cheval, tout ça, est-ce qu'on pourrait l'imaginer en symphonie? Ah oui, je pense. Ça devrait être sublime. Ouais. Appelez Gustave Mahler. On va lui faire une commande. Je pense que ça serait l'homme de la situation. Bon, bonjour. Là, vous êtes parti pour 8 tomes. Est-ce que vous ne sentez pas une pression sur les épaules ou... Si. C'est à la fois une pression et un épanouissement. Chez moi, tout est double, tout est oxymore. Hein. J'ai l'impression que je me suis donné 10 années de vie magnifiques en me décidant à rentrer dans ce projet. Parce que je ne serai pas malade. Parce que je me lèverai tous les matins avec une énergie incroyable, qui est l'énergie de mon projet. Parce que vous savez, dans la vie, parfois, soi-même, on n'a pas d'énergie. Mais le projet a de l'énergie et vous la donne. Comme les valeurs qu'on peut avoir au fond de nous ont leur propre énergie et nous la donnent. Il y a des combats pour lesquels on n'est jamais fatigué. Hein, ou comme on a des passions pour lesquelles on a une patience qu'on n'a pas pour le reste. Et donc, je me suis donné l'énergie du projet, donc je crois que je vais en profiter. Mais bien évidemment, j'ai une pression terrible, qui n'est pas la pression de mon éditeur, qui est la mienne. C'est-à-dire, et puis maintenant, comme les 2 livres sont magnifiquement reçus, et puis qui commencent à sortir dans le monde entier, il y a la pression des lecteurs. Alors oui, j'essaye de ne pas y penser. Vous savez exactement comment ça va s'articuler? Je sais globalement, mais je ne suis pas à l'abri d'une bonne surprise. Il faut qu'un plan soit lâche, il faut qu'un plan soit souple pour qu'on s'adapte. À la fin, je dirais que j'avais tout prévu, mais non. Parfois, je trouve mieux en route, voilà. Mais c'est vrai que quand on grimpe l'Himalaya, on ne regarde pas le sommet, on regarde ses pieds tous les jours. Et moi, je regarde tous les jours les pages du jour à écrire, les problèmes que j'évoque, etc., etc. Mais oui, mais en même temps, qu'est-ce que c'est bon de se lever en sachant ce qu'on a à faire. Et donc, par rapport à ce projet, êtes-vous hermétique à d'autres livres ou dit je reste dedans et si des fois j'ai une inspiration sur un autre thème, est-ce que je suis prêt à sortir de cette voie et Je partir pense sur un autre roman? qu'après le 3e, je me permettrais de céder parce que je serais peut-être moi-même rassuré. Vous serez rassuré en disant finalement il tient la ligne. Et moi, je serais rassuré en me disant la même chose. Et là, peut-être que je ferai des écarts parce que j'ai plein d'histoires qui me traversent la tête ou d'idées de livres que je ne vais pas remettre à je ne sais quand. On dit souvent que les écrivains perdent leur imagination avec le temps. C'est très, très rare qu'ils restent imaginatifs longtemps. Moi, je pense que j'ai des réserves, ça va. Mais donc, je n'ai pas trop peur de ça. Mais on ne sait jamais. On dit souvent que les écrivains écrivent le même livre tout le temps. Oui, ça, c'est ceux qui auraient dû arrêter plus tôt. Non, mais c'est une chose très injuste. Certaines personnes portent un livre ou 2 livres, et c'est merveilleux. Et puis, il y a des personnes qui portent 1 ou 2 livres, mais qui ne veulent pas s'y résoudre, parce qu'ils aiment écrire. Et ils font trop de livres, et ils sont moins bien. Et puis, c'est de moins en moins bien chaque fois, et il n'y a pas de renouvellement. Et puis, il y a des gens qui portent plusieurs livres en eux. Je pense que je fais partie des gens qui portent plusieurs livres en eux, tout simplement parce que pour moi, chaque livre est une aventure.
un voyage, une découverte, un chemin. J'écris pas pour dire ce que je pense, j'écris pour découvrir ce que je pense. Donc c'est un processus vital, vivant. Il y a un élan dynamique qui me pousse à entrer dans chaque livre. Donc voilà, les livres ne se ressemblent pas. Mais c'est juste parce que je suis fait comme ça. Je ne me suis pas fait. Je suis l'auteur de mes livres, je ne suis pas l'auteur de moi-même. Voilà. Dernière chose, j'ai remarqué dans certains livres, il y a un mot qui revient souvent et qui m'interpelle, c'est se lever. Souvent, vous avez ce terme-là. Oui, j'adore ça. J'adore et le mot et la chose. C'est vrai, il a raison, j'adore et le mot et la chose. Parce que ce mot décrit, grâce à la proximité de l'anglais, ce mot décrit plus, quoi. C'est vrai que pour un esprit, dans le passé, non, mais pour un esprit d'aujourd'hui, se lever, c'est évidemment se blottir, se mettre d'une façon confortable, souvent contre quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, c'est inévitable, il y a le mot love dedans. Donc, je trouve que ce mot s'est enrichi à notre époque et oui, je l'aime beaucoup. Oui, alors on va passer le micro. Moi, j'ai une autre question. Quand vous allez commencer à écrire un livre, vous savez déjà la fin? Oui. Oui. Autrement, je ne peux pas l'écrire. J'ai rendez-vous. Un livre, c'est d'abord un rendez-vous. Il existe dans ma tête avant que je commence à l'écrire. Et à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose d'organique. Il y a un début, un milieu, une fin et des étapes. Et j'ai rendez-vous avec ça. Il m'arrive parfois de changer légèrement la fin parce que j'ai trouvé mieux. Mais de toute façon, quand j'ai écrit, je sais ce qu'est la fin. Et souvent, quand je rencontre des apprentis écrivains ou même parfois des collègues écrivains qui me disent « je ne sais pas comment finir », je leur réponds toujours « mais qu'est-ce que tu veux dire? Si tu sais ce que tu veux dire, tu sais la fin. » Donc, c'est... Mais en fait, vous ne connaissez pas le chemin qui va aller du début à la fin. Non, pareil, j'ai des rendez-vous, j'ai des étapes, j'ai des acmés, il y a quand même un dramaturge toujours dans ma tête et un philosophe, donc je sais avec quoi j'ai rendez-vous. Quand je fais allusion au dramaturge, au philosophe, c'est-à-dire une pensée organique, vous voyez, voilà, qui se déroule, voilà, et organique et donc qui après se déploie de façon dynamique parce qu'il y a des rendez-vous, etc. Mais je suis ouvert à une bonne surprise. Parfois, il y a des personnages qui arrivent. Et, par exemple, dans le premier tome, Paradis perdu, Barak, quand il est arrivé, l'oncle de Noam, je me suis dit, non, lui, c'est pas un personnage secondaire. Alors, je croyais. Et il a pris sa place. Voilà. Dans le deuxième tome, la reine Koubaba, je savais qu'elle occuperait beaucoup l'espace. Mais quand est arrivé le personnage de l'espion, j'ai vu qu'il était beaucoup plus riche et qu'il allait m'emmener dans des tas de moirures et de zones d'ombre et qu'il allait être très utile à mon histoire. En fait, je pense que c'est déjà écrit quelque part et que moi, il faut juste que j'aille voir. Vous voyez, c'était une réflexion, j'évoquais Michel Legrand, que vraiment j'ai tellement aimé avoir les relations que j'avais avec lui. Il adorait mes livres et moi, j'adorais sa musique. Mais c'était sincère, on était deux enfants ensemble. Et un jour, mon deuxième film, il a fait la musique. Et j'avais fait un premier montage et il me dit surtout enlevez toutes les musiques que vous avez mises. J'avais mis évidemment du Schubert, du Mozart, du Chopin. Hop. Et il écoute le film silencieux avec les dialogues, les images. Et on était deux dans le cinéma, parce que c'est un cinéma de travail. Et il se penchait vers l'écran et me dit vous entendez, Éric Emmanuel? Ici, il y a des violons qui font une descente chromatique avec sourdine. Il n'y avait rien. J'ai dit, mais Michel, il me dit, la musique est toujours déjà là, il suffit d'être attentif. Et ça, c'est une phrase que j'ai emportée avec moi. C'est un cadeau de Michel. L'histoire est toujours déjà là. Il suffit d'être attentif. Et donc, j'ai ma nébuleuse. Vous voyez, quand je commence, j'ai une nébuleuse. Et je sais qu'à force d'attention, je vais trouver tous les détails. Ce qui fait que je suis plus audacieux que quand j'étais jeune où je voulais tout savoir avant de commencer. Maintenant, j'ai cette espèce d'audace de me dire,
faisons confiance à l'imaginaire. Je sens que c'est là, c'est là. Voilà. Donc je suis devenu, pour les philosophes, je suis devenu platonicien. C'est ce que je disais toujours à Michel Legrand. En fait, tu es platonicien. Il me dit qu'est-ce que ça veut dire. Je lui dis, Platon pensait que les idées étaient déjà là et que réfléchir, c'était juste de l'attention. Et Platon donne dans un de ses livres l'exemple d'un gamin esclave avec qui parle Socrate. Et Socrate lui fait découvrir, simplement par la réflexion et l'attention, les qualités du triangle, pour démontrer qu'en fait, on a l'idée de triangle en nous et qu'il suffit d'être attentif pour l'apercevoir mieux. Donc, je pense qu'il y a dans le processus de création, il y a une immense attention. Alors, bien sûr, une immense attention au monde, aux êtres humains, parce que c'est la vraie matière de ce qu'on écrit, à la nature, etc. Mais il y a aussi une attention à ce qu'on a dans l'esprit et un jour, cette folie d'avoir confiance en se disant « j'y vais ». J'ai pas tout, mais j'y vais. Attendez, on va d'abord, madame, qui n'a pas encore posé une question. Alors, moi, je n'ai pas lu Paradis perdu parce que, en fait, jusqu'à présent, j'étais attentiste. Pourquoi? Parce que Noam... Vous attendez les 8 ? Noam est un personnage éternel. Oui. Donc, pour moi, c'est irréel. Il est Et pas... Noam, attendez, je finis ma question. Et Noam relate l'histoire du monde. Donc, c'est un peu contradictoire. Un personnage irréel qui relate l'histoire du monde. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Bah, évidemment. Bien sûr. Alors, d'abord... Je pense que c'est voulu, de toute façon. Bah oui. Oxymore, oxymore. D'abord, juste une toute petite précision. Noam n'est pas éternel, il est immortel. Il n'est pas hors du temps, parce que l'éternité, c'est hors du temps. Il est né. Il est né. Donc, il est entré dans le temps. Et pour l'instant, il n'en sort pas du temps. Et il va souhaiter en sortir. Donc, il a une vie prolongée. Alors, oui, c'est pas réaliste. Mais je n'ai jamais de ma vie été réaliste. C'est-à-dire que si il nous faut un personnage qui ne meurt pas pour mieux comprendre comment les civilisations meurent et comment les hommes vivent et meurent, eh bien, on prend ce personnage. Moi, j'ai une logique de poète. Vous voyez, j'ai une logique de dramaturge, j'ai une logique de romancier, ou même une logique de philosophe, mais pas une logique pragmatique, une logique réaliste. Mais vous avez en fait vous avez le droit d'avoir cette terre. logique. Voilà. Vous avez le droit d'avoir cette logique-là. Mais je vous assure, si vous vous en libérez, ça va être très jubilatoire pour vous. Donc je commence la lecture ce soir. Voilà. Non, mais je comprends très très bien. Et puis, il y a même d'autres problèmes que ça pose. Je me suis pendant des années dit, est-ce qu'on va pouvoir s'identifier à un personnage aussi différent de soi, puisqu'il est immortel? Et je crois que quand on a lu, le problème ne se pose pas. Mais parce que j'ai essayé de résoudre toutes ces difficultés-là. Parce que moi, un immortel, ça ne m'est pas sympathique. Hein. Et d'ailleurs, généralement, en littérature, les immortels, c'est toujours des monstres. C'est Dracula, ou des dieux, mais des personnages qu'on a odieux et avec lesquels on ne s'identifie pas. Or, je pense que quand on lit La traversée des temps, on est fraternel avec Noam. Alors ça, c'était un gros travail qui m'a pris des années. Je ne vous dis pas comment j'y suis arrivé. Mais bien sûr, voilà. Et puis, il y a un moment où pour trouver la vérité, il faut mentir. C'est-à-dire que la fiction va plus nous éclairer que le procès verbal. Je veux dire, et ça a toujours été la force de la littérature de dépasser le procès verbal pour aller véritablement dans l'imaginaire, dans la fiction, et faire apparaître à travers ce qui peut relever de la fable, ce qui peut relever du mythe, ou ce qui peut relever de la puissance romanesque, révéler le réel avec des moyens qui ne sont pas forcément empruntés au réel et à l'adéquation réelle. Ça a toujours été le grand levain
la grande levure de la littérature, et ça, j'y crois. Mais je comprends très très bien l'a priori. Alors, monsieur, je peux vous dire, cet a priori m'a immobilisé pendant des années. Pour vous dire comme je le comprends. Super. Super, super, ça me fait plaisir, ça. Oui, vous dites que pour vous, écrire un livre, c'est une aventure, que c'est un processus vital, et il est effectivement des moyens d'évaluer, je dirais, en retour, ce que produit finalement la littérature, votre travail, autrement dit. Autrement dit, il y a des aspects qui peuvent être économiques, un nombre de livres, etc. Mais ce qui doit être non mesurable, c'est ce que vous parvenez finalement à introduire dans l'esprit de chacun de vos lecteurs. Vous ne pouvez pas le mesurer. Non. Et lorsque justement on considère que le truc, entre guillemets, de l'immortalité nous rassure, moi qui suis par exemple, et un horizon évidemment qui est comme tout homme d'ailleurs limité, vous mettez du baume au cœur lorsque justement vous nous dites que le fait d'être mortel est beaucoup plus confortable. Mais moi, vraiment, un de mes buts, et ça serait le plus cher, ça serait que la leçon de philosophie qui se dégage de ce romanesque-là, ça soit de se dire quelle magnifique chose d'être mortel. C'est ce que va découvrir Noam. Je pense que peut-être j'écris ce gros roman de 5000 pages pour apprivoiser moi-même l'idée de ma propre mortalité. Et plus j'avance dans l'écriture de ce livre, plus je me rends compte qu'effectivement, c'est épouvantable d'être immortel, et que il faut que dans le cadeau de la vie, il y a le cadeau de la mort, c'est le même. Hein. C'est la même étoffe, c'est juste les deux faces de la même étoffe. D'ailleurs, si on accède à l'immortalité, la suppression de la mort, c'est la suppression de la naissance. Si on supprime la mort, on supprime la naissance. C'est ce que va vivre un de mes personnages, Noura, qui, elle, en tant que femme, va tout de suite avoir un regard extrêmement critique sur l'immortalité dont elle est affectée. Parce qu'elle était dans une temporalité qui faisait qu'elle voulait aussi donner la vie. Or, à partir du moment où elle la garde, elle ne la donne plus. Et ça va être son drame. Et ça va lui faire des choses terribles parfois. Et en même temps, au nom d'une haute lucidité, parce qu'elle est supérieurement intelligente. Mais voilà, oui, l'idée, c'est au 8e tome de le refermer en disant c'est formidable, je suis mortel. Bon, ça. C'est marrant parce qu'à aucun moment on a évoqué la religion dans notre discussion. Parce qu'elles sont au pluriel. Ouais. Elles vont être au pluriel, même si moi j'ai un ancrage. D'ailleurs, j'ai eu peur pour mon ancrage, moi, de le relativiser au point de peut-être le vaporiser. Et puis je me suis rendu compte que non. Les religions sont des manières de dire la même chose. Et aussi de ce rapport à l'immortalité, à la mortalité. Oui, il n'y a pas que ça dans les religions. Hein. C'est pas que des antidestins. Il y a plein d'autres antidestins. L'architecture, un antidestin. Écrire des livres, c'est un antidestin. Faire des enfants, etc., etc. Moi, j'aime pas quand on réduit la dimension spirituelle à l'angoisse de la mort. Par ailleurs, c'est une question qui est présente dans toutes les religions. Elle est présente dans toutes les religions, bien sûr. Plus ou moins forte dans toutes. Là, en ce moment, moi qui suis en train d'écrire sur l'Égypte, là, c'est quand même c'est l'invention de l'au-delà, l'Égypte. Où véritablement, et j'y vois une percée de l'individualisme.
C'est parce que tout d'un coup, l'individu, d'abord c'est les pharaons, puis les aristocrates, et puis les généraux, etc., les prêtres, etc. Mais après la bourgeoisie, puis le peuple, tout d'un coup l'individu se met à avoir plus d'importance. Ah bah, tout d'un coup, la notion de l'au-delà et de la préparation de l'au-delà prend plus d'importance. Donc il faut bien voir qu'il y a aussi... l'invention de l'au-delà va avec la... Enfin ça fait partie de mes thèses, va avec la naissance de l'individualisme. Question. On peut parler aussi de l'actualité un peu, si vous avez des questions, puisqu'on a évoqué ces sujets. Mais je ne suis pas spécialiste de l'actualité. Dans votre description de l'humanité, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a peut-être un rapport qui est fort. Mais complètement. C'était Gusdorf, le philosophe, qui disait « toute histoire est contemporaine ». Moi, je le dis d'une autre façon, je dis qu'on regarde toujours le passé avec la fenêtre qu'on s'est creusée dans le mur du présent. C'est-à-dire, on a forcément un point de vue, on regarde depuis quelque part. Et moi, je regarde le passé depuis aujourd'hui, avec ce propre du 21e siècle qui est l'angoisse écologique, ce propre du 21e siècle, en tout cas européen, qui a été de croire que l'histoire s'était arrêtée. Or là, Poutine vient de nous montrer que non, l'histoire ne s'est jamais arrêtée et que le tragique n'est pas évacué de nos civilisations du tout. Elle ne sera jamais. Jamais on échappera au rapport de force, etc. Donc, bien sûr, je regarde le passé pour éclairer le présent. En fait, je fais l'archéologie du présent, mais à partir du présent. Parce que le texte, il faut le préciser pour ceux qui ne l'ont pas lu, Noam se réveille aujourd'hui dans une grotte. Ça, par contre, celle-ci, j'y suis beaucoup allé. La grotte de Jaïta au Liban, une des plus belles choses qui existent sur Terre. Et il va découvrir notre monde, et il va découvrir les angoisses de notre monde. Et lui-même, tout d'un coup. Pourtant, il est habitué aux fins du monde. Hein. Pendant des millénaires, il a entendu parler de la fin du monde. Comme il dit, il écrit à un moment, la fin du monde, c'est une histoire sans fin. Du moment qu'il y a des hommes, il y a une théorie sur la fin du monde qui est imminente. Mais elle a des spécificités. La peur qu'on a du lendemain d'aujourd'hui, c'est la peur de quoi? C'est plus la peur des dieux, c'est plus la peur de la nature, c'est la peur de l'homme, de ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Plus besoin de dieux mauvais, plus besoin de nature imbécile, c'est l'homme qui est là comme le danger suprême, que ce soit à travers le parapluie atomique ou à travers l'angoisse écologique de la destruction éventuelle des ressources de la planète. Donc cette angoisse nouvelle qui est le propre de notre époque, aucune époque n'a connu ça. Nous sommes la seule époque à nous dire l'humanité est allée trop loin. L'homme tient trop de place. Et l'homme a mis en danger l'homme, mais toute la nature. Et ça, c'est nouveau. Et c'est pour ça que Noam, depuis ce présent qu'il découvre et dans lequel il revient, puisque le roman revient régulièrement au présent, qu'il écrit ses mémoires pour se dire comment sommes-nous arrivés là. Et comme son histoire, c'est notre histoire, voilà. Et cette pression, j'ai lu que vous l'aviez pointée du doigt, cette pression est accentuée par une sorte de surmédiatisation de la planète. Oui, bien sûr. Qui est finalement très contemporaine, hein, puisque ça fait pas très longtemps qu'on a toutes ces chaînes de télé, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, en quelques décennies, la planète a rapetissé. Je veux dire, maintenant, je sais immédiatement ce qui se passe à Pékin ou à New York, et je peux communiquer avec quelqu'un qui est là-bas. La planète est devenue minuscule. Donc déjà, ça change notre rapport totalement au monde, puisque le temps du voyage n'existe plus. Et le temps de la communication n'existe plus. Ça ajoute des angoisses. Bien sûr. Bah oui, parce que mon prochain, ça devient aussi... mon prochain, on le voit bien, mon voisin, c'est l'Ukrainien, mais mon prochain, ça a été aussi... moi, j'étais à Wuhan au moment où ça a commencé. Bah non, c'est pas moi qui l'ai ramené. Hein, et en plus, je n'en savais rien. J'étais en tournée de promotion en Chine pour mes livres et je passais d'une ville à une autre. Mais je veux dire, notre prochain, ça a été aussi les premiers Chinois qui, tout d'un coup, sont tombés de cette maladie, etc. Tout a changé à ce niveau-là. Maintenant, avant, le virus, il voyageait à vitesse d'âne ou d'homme.
maintenant est à vitesse de supersonique. Donc tout a changé. La planète est minuscule et mon prochain était ce qui était mon lointain ou mon inconnu dans les siècles précédents. On vous donne le micro. Voilà. Est-ce qu'avec l'actualité d'aujourd'hui, est-ce que il y aurait eu les mêmes choses avec le livre La part de l'autre? Oui. Est-ce que vous auriez fait un parallèle avec les deux, j'allais dire, les deux périodes? Ben, c'est-à-dire, alors je précise pour ceux qui ne l'auraient pas lu, La part de l'autre, c'est mon livre sur Adolf Hitler. Voilà, qui est à la fois qui est un double livre, c'est-à-dire à la fois c'est un roman historique, c'est-à-dire je raconte l'histoire d'Hitler depuis son échec en 1909 à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, puisqu'il rate l'examen d'entrée. Et donc je raconte la vie de celui-là qu'on connaît tous. Et puis je raconte parallèlement la vie de l'autre, le même, mais qui aurait réussi, voilà, au ras des fesses, l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et donc j'imagine aussi le 20e siècle, avec cet Hitler-là, qui se construit non pas sur la haine et le ressentiment et le ratage, mais sur l'accomplissement. Et donc, je raconte aussi un autre siècle, donc je fais de la géopolitique fiction, ce qui est assez amusant. Je reçois beaucoup de messages, justement, par rapport en ce moment à ça, parce qu'il y a toujours des gens qui lisent La part de l'autre, mais qui tout d'un coup appliquent beaucoup de choses de ce que je dis à Poutine. Voilà. C'est-à-dire, comment devient-on isolé comme ça? Comment finit-on par imposer sa propre lecture de l'histoire et des faits aux autres? Comment n'a-t-on pas de doute, etc. Comment on devient un monstre? Et un monstre qui emmène les autres dans la barbarie et la monstruosité. En fait, moi j'ai rien envie de réécrire de La part de l'autre, mais je pense que j'autorise totalement quelqu'un un jour à écrire La part de l'autre, et cette fois, ça sera Poutine. Alors, je ne sais pas ce qu'il a raté au départ. Alors, lui, on ne sait pas, mais un jour, on le saura. Et sur quel manque et sur quelle compensation. Bon, je sais qu'il est petit, déjà. Non, mais souvent, les hommes politiques, hein, c'est comme les chefs d'orchestre, ils sont grands comme ça. Hein. Non, mais... Bon. Oui, oui, il est très petit. Mais bon, il y a des gens qui sont très petits et qui sont absolument épanouis et heureux parce qu'il Hitler était petit aussi. Oui. Oui, Karajan était petit. Et regardez les chefs d'orchestre. Un petit chef d'orchestre ne dirige pas comme un grand chef d'orchestre. Sarkozy ne fait pas du Chirac, Chirac ne fait pas du Sarkozy. Bref, on pourrait continuer comme ça.